Bonjour et hallo à toutes et à tous, ici Berlin. L'Allemagne a voté et ce fut un scrutin de tous les records, à la hausse pour la participation, pour l'extrême droite, comme à la baisse pour le SPD et les libéraux. Il y a aussi du jamais vu après les élections avec des lignes qui bougent en moins de 24 heures, des totems qui tombent. L'objectif c'est d'avoir un gouvernement avant Pâques et ça semble bien parti. Ce vendredi 28 février, c'est le début des discussions de coalition entre les conservateurs et le SPD. Cela n'a jamais été aussi rapide. Le chancelier Merz, même pas encore officiellement en fonction, a aussi déjà fait ses premiers pas à l'international. Un voyage à Paris. Va-t-on avoir enfin un nouveau printemps du franco-allemand, en espérant que les deux partenaires ne se fassent pas rattraper par la réalité politique dans leur propre pays, une extrême droite puissante, ici et là, au cœur d'une Europe prise pour cible. Bienvenue dans ce 7e épisode de l'année, le dernier de notre marathon électoral, semaine après semaine. J'espère que cela vous a permis de suivre au plus près la campagne et de mieux la comprendre. Mais maintenant, que retenir des élections en soi ? Il faut regarder de plus près les résultats, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Et puis ensuite, on lèvera un peu le rideau sur la suite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant à Berlin autour de la formation de la coalition, puis celle du gouvernement ? Juste, quand même, pour les avoir en tête, je vous redonne les résultats. Les conservateurs, CDU-CSU, ont remporté les élections avec 28,52% des suffrages exprimés. Wir, die CDU und die CSU, die Union, wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen. En deuxième position, il y a un score record de l'extrême droite. L'AfD s'empare de 20,8% des voix. Das ist für uns ein historischer Erfolg. Wir sind offen für Koalitionsverhandlungen mit der CDU. Le SPD encaisse pour sa part une défaite historique à 16,41% des voix. Das Ergebnis ist für die SPD sehr bitter. Wir haben diese Wahl verloren, da gibt es nichts dran vorbeizureden. Les Verts sont en repli aussi à 11,61%. En revanche, Die Linke progresse à 8,77% et elle se maintient au Parlement, ce qui n'est pas le cas de l'autre parti d'extrême gauche, le BSW, qui rate le seuil des 5% à 14 000 voix près, 4,97% des suffrages. Et puis pas de siège non plus au Bundestag pour les libéraux du FDP à 4,33%. Ensemble, tous les autres petits partis font 4,4%. Bonjour Eileen Keller. Bonjour Hélène. Chercheuse au DFI, et Eileen, avec toi, on va décrypter ces résultats. Finalement, première remarque, ils sont très proches de ce que les derniers sondages indiquaient. On n'a pas eu de surprise de dernière minute, avec juste peut-être pendant la nuit le suspense autour des 5% pour le BSW et le FDP, mais grosso modo, tous les résultats étaient attendus, les fourchettes étaient là. Il y a un point quand même qui m'a particulièrement surprise, c'est la participation. On a eu une très forte mobilisation, un record depuis la réunification, 84%. Alors moi j'y vois une grande vitalité de la démocratie allemande et une vitalité qui dément même le discours de tous ceux qui disent que la politique est déconnectée du réel, que les guerres d'ego, que cette politique politicienne qu'on voit à Berlin, ça n'intéresse personne, ça dégoûterait même un peu les gens. Et pourtant, on a eu une campagne qui a été remplie de ce genre de petites histoires politiques et les gens sont allés voter massivement. Oui, c'était pas totalement prévu par les sondages. Qu'on avait même l'impression que les Allemands, on avait marre. De l'autre côté, lorsqu'on regarde en fait qui a mobilisé le plus, donc le parti qui a pratiquement doublé son score, l'AfD, ça pose quand même des questions en ce qui concerne la performance et la confiance dans les institutions politiques. Oui, et l'AfD, c'est aussi le parti qui mobilise le plus les abstentionnistes. On va y revenir. Tout de même, si on regarde le verre à moitié plein, Eileen, indépendamment des choix partisans qui ont été exprimés, moi, je vois quand même le signe que les gens se sont sentis concernés par cette élection et aussi qu'ils font encore confiance aux partis pour régler les problèmes du pays. Tous les partis d'ailleurs ont enregistré une augmentation du nombre de leurs adhérents. Il faudra voir comment évolue cette tendance. Pour revenir vraiment sur les résultats, Eileen, la première image qu'on voit quand on regarde la répartition des sièges dans le nouveau Bundestag, c'est celle vraiment de 3 blocs. On a un bloc du centre, centre-droit, centre-gauche, qui va d'ailleurs gouverner. Il y a ensuite une opposition à gauche, l'extrême gauche et les Verts. Et puis il y a un grand bloc à l'extrême droite, le bloc des élus de l'AfD. Est-ce que c'est le signe d'un pays divisé ? Parce qu'en France aussi, c'est ce qu'on a depuis l'été, et on voit bien que cela ne guérit pas les plaies de la société française divisée.
Ça exacerbe même peut-être certaines divisions. Et est-ce que cela menace maintenant l'Allemagne aussi ? Alors, ce qu'on voit, c'est incontestablement qu'en fait, le paysage politique est en mutation. On parle d'un système de partis politiques assez stable, où il y a eu l'émergence de très peu de partis pendant longtemps. Là, on voit en fait qu'il y a mutation, et surtout aux extrêmes. Donc, on voit une polarisation vers les extrêmes. Forcément, c'est aussi reflet d'une société où la mixité sociale est devenue plus compliquée. Donc, il y a moins de lieux par rapport au passé où, en fait, les gens se rencontrent. Par exemple, l'église. On se réunit moins autour des Volksparteien, donc les partis qui avaient la vocation de réunir plus largement que seulement autour d'un groupe de la population spécifique. Est-ce que ça veut dire que la politique va se teinter de plus en plus de clientélisme, une logique de camp, les uns contre les autres ? Alors, au niveau des partis politiques, la volonté de coopérer, de trouver des compromis, de former des coalitions, et là, même si c'est difficile au niveau politique. En Thuringe, on a même une coalition entre les conservateurs, mais aussi l'extrême gauche. Donc, on voit la volonté de dépasser les camps. Les compromis, c'est beaucoup plus compliqué par rapport au passé. Mais la volonté est là. Et on le voit aussi au niveau fédéral depuis quelques jours avec les premières grandes manœuvres pour former la coalition. Eileen, est-ce qu'on a une sociologie du vote des Allemands de ce 23 février ? En gros, qui a voté pour qui ? Où et pourquoi ? Je pense que tout le monde a vu passer cette carte assez spectaculaire qui montre la division géographique Est-Ouest du pays, avec la domination écrasante de l'AfD dans toutes les circonscriptions des territoires de l'ancienne RDA. L'AfD a récupéré tous les mandats directs de ces régions, à 3 exceptions près. On va revenir en détail sur le cas de l'AfD, mais Eileen, est-ce que tu as vu d'autres spécificités sociologiques à noter ? Ce qui est intéressant aussi, à mon avis, c'est en fait le vote des jeunes. Donc, jeunes, on parle d'adultes entre 18 et 24 ans. Un jeune sur 4 a voté pour le parti Die Linke. L'AfD est en 2e position. Lorsqu'on regarde extrême gauche et extrême droite, c'est à peu près la moitié des jeunes, 18 à 24 ans, qui votent pour les extrêmes. Et peut-être lorsqu'on regarde l'électorat des personnes plus âgées, en fait, les électeurs qui ont 70 ans et plus, ils sont 68% à voter soit pour les conservateurs, soit pour les sociodémocrates. C'est vrai aussi pour la tranche d'âge juste en dessous. 54% des électeurs entre 60 et 69 votent soit pour les conservateurs, soit pour les sociodémocrates. Chez les jeunes, beaucoup moins. Hélène, tu penses que c'est quoi, en fait, la partie des jeunes qui a voté soit pour les conservateurs, soit pour les sociodémocrates ? Les deux ensemble, je dirais 16-20% peut-être. Un peu plus, un quart. Donc on est à 25%. Et c'est faible. Donc en fait, on aura probablement, on va voir, mais si la coalition entre les conservateurs et les sociodémocrates émerge vraiment, on voit qu'elle aura un soutien dans les populations âgées et beaucoup moins chez les jeunes. Oui, et ça ne reflète pas du tout non plus le vote de l'Est. Donc en somme, on aura une coalition pour la vieille Allemagne de l'Ouest. Ça pose quand même beaucoup de questions. Ouais. Je pense que au-delà du résultat pur et dur et arithmétique, c'est aussi des réalités qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'on aborde vraiment les questions aussi dans une perspective intergénérationnelle équilibrée ? Je pense que c'est une question qui se pose vraiment aujourd'hui. Je pense qu'il y a de forts risques qu'il y a un retour fatal en 2029, soit avant, en fonction de la durée de la coalition. Mais en fait, on ne peut pas gouverner suite à cette élection-là, juste en prenant en compte le résultat arithmétique des partis. Mais il faut une volonté d'aller au-delà, où ça fait mal, faire vraiment la preuve que les partis au pouvoir font bouger les choses et d'une manière que ça soit vraiment perceptible dans la vie de tous les jours des citoyens. Il faut aller au-delà de la zone de confort. Oui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup là en ce moment. Il faut que les choses changent vite. Et vraiment, sinon le vote de contestation va porter l'AfD au pouvoir la prochaine fois. Mais je me demande si le SPD en sera capable. Quand on encaisse une telle défaite électorale, la tentation, c'est plutôt le repli sur son électorat qui reste fidèle. Là, en l'occurrence, ce sont les retraités. Est-ce qu'on sait où sont partis les électeurs qui ont tourné le dos au SPD, Eileen ? Ouais, c'est incontestablement une défaite historique.
Lorsqu'on regarde en fait les chiffres des transferts des votes, il y a deux phénomènes qui sont importants. D'un côté, un transfert de voix vers les conservateurs, et l'autre dynamique, c'est un report de 720 000 votes vers l'AfD. Donc les sociaux-démocrates, ils ne sont plus le premier parti des ouvriers. Et gouverner avec la droite, ça ne va pas soigner leur image sociale, au profit peut-être de Die Linke, sans doute, enfin, on faudra suivre ça. En tout cas, ce qui me frappe dans ce que tu viens de dire, Aileen, c'est quand même la part importante des voix qui sont parties du SPD vers la CDU-CSU, pratiquement 2 millions, 1,8 million je crois, alors qu'on a pu vraiment dire et écrire que le durcissement du discours de Merz sur l'immigration, son choix fin janvier de voter une résolution avec l'extrême droite, ça allait lui coûter des voix au centre. Finalement, pas tant que ça. C'est vrai que peut-être qu'elles auraient été plus nombreuses encore s'il n'avait pas osé cette rupture, cette césure historique. Ce coup d'ailleurs qui laisse toujours les commentateurs aussi perplexes, parce que maintenant qu'on a les résultats, on peut vraiment se demander pourquoi il a fait ce choix, à quoi bon en fait, parce que le score de son parti et celui de l'AfD sont finalement exactement au niveau des sondages de fin janvier, 29%, 21%. Donc ça n'a pas du tout fait baisser l'extrême droite, qui a multiplié son score par 2. Dans un contexte en plus de forte participation. Donc ça veut dire que malgré la radicalisation assumée de ce parti, malgré aussi les scandales d'espionnage, de corruption, d'ingérence étrangère ces derniers mois, eh bien l'AfD continue de convaincre de plus en plus de gens. Comment l'expliquer ? Alors, attention, peut-être que la radicalisation n'est même pas un frein pour le parti. En fait, au niveau régional, les régions où l'AfD est le plus fort, c'est aussi les fédérations les plus radicalisées. Donc, dans certains milieux, la radicalisation peut même jouer. En fait, c'est surtout dans le milieu des ouvriers, où le vote AfD a progressé plus par rapport à la moyenne de la population. Donc c'est surtout un vote chez les ouvriers. Et c'est intéressant, les retraités. En fait, c'est un terrain où le parti n'est pas la première force politique, mais où la progression est plus forte que dans d'autres milieux socio-économiques. C'est aussi 34% des chômeurs qui votent pour l'AfD. Dans un contexte de récession, c'est pas anodin. Est-ce qu'on sait si c'est toujours un vote de colère classique qui va à l'AfD ou bien si le parti rassemble aussi pour ses idées ? C'est un peu plus de la moitié qui vote par conviction, donc c'est les valeurs, le profil du parti qui attire. C'est 39% qui disent que c'est par déception des autres partis. Et lorsqu'on regarde plus précisément le profil des électeurs qui ont voté pour l'AfD la première fois, en fait c'est 59% qui disent que c'est par déception. Oui, donc là, on peut se dire qu'il y a quand même un réservoir de voix à récupérer à l'avenir pour les autres partis. Il suffit de ne plus décevoir les gens, en quelque sorte. Dans quel domaine, à ce moment-là, faut-il agir ? Est-ce qu'on sait quels sont les sujets de préoccupation principaux de l'électorat AfD ? La raison principale, ça surprend très peu, c'est soit la migration, soit la sécurité. Mais c'est que 6% la question du pouvoir d'achat, du niveau des prix, comme motivation principale. Donc, lorsqu'on regarde en France, la question du pouvoir d'achat est souvent parmi les tops pour les raisons qui motivent un vote le jour de l'élection. En Allemagne, en ce moment, ça ne motive pas tellement de voter pour l'AfD. C'est surtout la migration et la sécurité. Et là, il faut donner ce chiffre extrêmement intéressant. Quand on demande aux Allemands quel parti ils tiennent responsable des problèmes liés à l'immigration et l'insécurité, eh bien, ils sont 54% à citer la CDU, pas les partis de gauche. C'est peut-être ça, finalement, qui explique l'offensive de Merz en fin de campagne, impulsive et finalement qui n'a pas porté ses fruits sur l'immigration. Ça montre que le Wir schaffen das de Angela Merkel, ça colle aux conservateurs. De l'autre côté, lorsqu'on regarde, en fait, il y a quand même aussi une perspective pour vraiment démontrer qu'on peut faire bouger les choses. Donc je pense que par rapport à d'autres aspects qui sont beaucoup moins influencés directement par l'action gouvernementale, c'est vraiment un levier sur lequel l'État, en coopération avec les autres échelles administratives, peut vraiment faire avancer les choses. Oui, et ça, c'est une question qui est soulevée par beaucoup de commentateurs. Il faut vraiment un changement rapide dans la politique migratoire, sinon l'AfD aura une autoroute devant elle en 2029. Cela dit, on ne sait pas du tout de quoi sera faite la prochaine campagne électorale. Il y a 4 ans, l'immigration était un sujet marginal. C'était le climat qui dominait. On n'est pas là pour regarder dans une boule de cristal. En revanche, ce qui m'intéresse,
Quand même, quand on regarde dans un futur proche, cette fois, c'est le rôle que va jouer l'AfD dans la politique allemande ces prochaines années. Alors on le sait bien, elle ne va pas accéder au pouvoir, mais elle va quand même accéder à une forme de puissance, 153 députés, premier parti d'opposition, des élus qu'on va entendre, qu'on va voir, qui vont décrocher des postes dans des commissions, peut-être un poste de vice-président du Bundestag. Symboliquement, l'AfD demande même une nouvelle salle pour ses réunions de groupe au Parlement, et il pourrait récupérer la salle du SPD qui porte le nom d'un opposant social-démocrate aux nazis. Bref, vraiment, césure historique. On est entré dans une nouvelle ère de la politique allemande. On ne peut plus faire comme si ces députés n'étaient pas là, les ignorer, les cornériser. Ils sont de plus en plus radicaux, ils basent leurs propos sur des fausses informations, ils sont en partie sous surveillance des services de renseignement pour des liens avec des groupes violents, antidémocratiques, etc., etc. Mais ils sont là. Quelles peuvent être les conséquences de cette nouvelle situation ? Oui, je pense que ça va être un test pour la résilience de la démocratie allemande. Le débat, il est ouvert pour savoir s'il faut ou non interdire le parti, même si on sait que c'est un pari risqué à la fois au niveau juridique, mais aussi politique. De toute manière, c'est clair qu'avec le soutien électoral d'un électeur sur 5, on peut s'attendre à une radicalisation plus forte des discours politiques. C'est tout un autre langage politique qui est utilisé par rapport au style qu'on est habitué des autres partis. Et je pense aussi, et à mon avis, c'est le plus important, c'est que, en fait, la différence entre le vrai et le faux s'estompe. Si on n'arrive plus à se parler en démocratie, à avoir une sorte de standard objectif pour dire il y a des opinions, mais il y a aussi des faits, je pense que la vie démocratique, c'est pratiquement impossible. Et le retour de l'émotionnel, à mon avis, c'est un risque très très fort. Merci beaucoup Eileen Keller du DFI. Et maintenant, que va-t-il se passer ? On va en parler dans un instant, mais tout d'abord le reportage, ou plutôt le témoignage aujourd'hui, parce que c'est l'une des marques de fabrique du podcast, ne pas seulement vous livrer des analyses, mais vous laisser aussi entendre l'Allemagne et ses habitants grâce au micro de David Philippot. On vient de parler du vote des jeunes et justement en voici un Berlinois du quartier de Köpenick. Il a donné sa voix à Die Linke, mais tout autour de lui, la poussée de l'AfD lui a sauté aux yeux. Raphaël a 21 ans, il est venu vivre à Berlin à l'automne dernier. Il rêve de faire carrière dans le cinéma, mais en attendant, il a un petit boulot dans une station essence où il est le seul à ne pas avoir voté pour l'AfD, le seul ou presque. En fait, la plupart, sauf mon chef, lui, il a dit qu'il ne va pas voter à l'AfD. Il y a encore un de mes collègues qui a aussi voté Die Linke. Mais sinon, il y a au moins 4 personnes, on sait, qui ont dit qu'ils vont voter AfD. Je sais que je suis obligé de travailler avec eux et de faire mes 8 heures par jour avec eux. S'ils disent des choses, des fois j'essaie de faire des petits commentaires sur ça et ils vont s'énerver très vite parce qu'ils croient qu'eux ils ont raison. J'ai un collègue, il avait mis un tatouage nazi sur son dos. Il y a beaucoup de gens qui sont là très violents ou prêts à utiliser de la violence. Je me suis dit, je vais pas trop risquer. Derrière son comptoir, avec ses cheveux longs et ses boucles d'oreilles, son contact avec les clients l'a renforcé dans ses convictions. J'ai beaucoup de clients qui sont des immigrants. Souvent, c'est les personnes qui sont le plus sympas avec moi. La migration, je vois pas ça comme un problème. C'est plutôt enrichissant pour l'Allemagne ou l'Europe. Parce que le problème que beaucoup de gens qui vont dans la migration, c'est la criminalité après. Mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'effet l'un sur l'autre parce que c'est plutôt les gens qui sont pauvres qui vont devenir criminels. Un discours marxiste classique pour cet enfant de l'Europe, né d'une mère française et d'un père allemand. Raphaël a voté pour un parti eurosceptique, ayant réussi à cacher, grâce au succès de sa campagne, des positions contestées à l'international. En fait, je suis plutôt contre la Russie, mais Die Linke est quand même, ils sont proches de la Russie. C'est quelque chose qui me plaît pas beaucoup. Dans tous les partis politiques, il y a toujours des choses qui vont pas. Alors, je vote ce que je sens maintenant et ce qui représente mes intérêts. Et cette fois, l'Europe n'a pas vraiment compté dans mon vote parce que je juste pensais à l'Allemagne, parce que c'est la crise maintenant, ici, avec l'inflation et tout ça. Il faut agir maintenant et ici. Des positions contestées aussi sur Israël, mais qui ont contribué au succès d'un parti qui a décroché la première place dans la capitale.
Voilà, le peuple a voté et maintenant s'ouvre la deuxième grande partie de ce moment démocratique allemand, la recherche d'une majorité stable pour gouverner. L'AfD est exclue du jeu, même si Alice Weidel, la candidate, s'est empressée de proposer une alliance aux conservateurs dès dimanche soir. Mais ce n'est pas une option pour Merz, on le sait bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas une option non plus pour l'AfD, qui n'est pas encore prête à gouverner. Elle n'a pas le personnel pour, il lui manque des experts, etc. etc. Ça l'arrange plutôt bien de rester dans l'opposition. Et donc, il n'y a qu'une seule coalition possible, c'est cette fameuse GroKo, grande coalition, plus si grande finalement en nombre de sièges, entre la CDU-CSU et le SPD. Et pour en parler, je suis retournée voir Jan Wernert, chercheur au Centre de l'Or de la Hertie School. Son bureau donne sur le grand chantier de l'Alexanderplatz, et ce jour-là, le ciel était très bas sur Berlin, on ne voyait même pas la tour de télé. Et donc j'ai commencé par demander à Jan si ce n'était pas une métaphore de ce qui attend l'Allemagne maintenant, un énorme chantier à mener dans un monde embrumé où on a peu de visibilité. Oui, pour la visibilité, malheureusement, on en a une certaine, en tout cas en ce qui concerne les États-Unis, et un grand changement s'est opéré. Friedrich Merz en a parlé immédiatement aussi après les élections, en disant qu'il ne penserait jamais dire ça à la télévision, mais a priori, on va devoir organiser notre sécurité en Europe sans les États-Unis. C'est quelque chose, c'est du jamais vu en Allemagne quand même. Depuis 1949, enfin, les Américains étaient toujours aux côtés de l'Allemagne, même encore avant la création de la République fédérale d'Allemagne. Et la CDU est bien sûr un parti qui a cette veine transatlantique, tout comme le SPD et d'autres. Donc personne n'a remis ça en question, aux grandes dames de nombreuses personnalités politiques françaises, en premier lieu le général de Gaulle, qui n'apprécie pas forcément. Et maintenant, on a vraiment, en fait, c'est pas les Allemands qui veulent couper ce lien, c'est les Américains qui coupent la corde. C'est quand même une situation sidérante en Allemagne. Et c'est ce qui va changer la procédure habituelle. Justement, est-ce que ça peut avoir une incidence sur les négociations de coalition ? On sait que c'est un rituel très codifié de la démocratie allemande, mais là, est-ce qu'il ne va pas voler en éclats pour que les choses aillent beaucoup plus vite ? C'est la question que tout le monde se pose, en fait. Quand est-ce que l'Allemagne va avoir un gouvernement, Yann ? Oui, c'est la grande question. Et en fait, on n'a pas de visibilité sur ce point-là parce qu'on est dans une situation qui sort de l'ordinaire, qui est extraordinaire. Donc, en fait, on n'est pas... Normalement, j'aurais dit 2 mois et demi. Ce serait à peu près ce qu'on pourrait attendre. Le nouveau Bundestag, le nouveau Parlement va se constituer seulement fin mars. Donc on ne peut pas le faire avant déjà parce que c'est le Bundestag qui va élire le chancelier. Mais on est déjà en train de parler en fait de choses très concrètes qui pourraient se passer, notamment sur la question de la dette, mais aussi au niveau international. Friedrich Merz est tout de suite rentré dedans et on voit qu'il y a vraiment l'urgence est là. Donc évidemment, je dirais que c'est quelque chose qui lui profite aussi un petit peu parce que ça met la pression sur tout le monde, sur son propre parti, sur les sociodémocrates et un petit peu, on n'a pas le temps vraiment de faire aussi peut-être la critique de sa campagne ou de voir que bon, le score est pas super, donc il faut aller très vite et il faut avancer. Mais en fait, on est en train de tout entremêler là. Normalement, c'est la procédure justement. On commence à se parler, à se renifler. Ensuite, on parle de choses concrètes et à la fin, on parle de ministères. Et après, on commence à prendre des décisions vraiment qui ont une influence. Alors, Friedrich Merz était dès mercredi soir à Paris. Il a passé plusieurs heures avec Emmanuel Macron, voilà pour la politique internationale. Et puis ça bouge quand même aussi beaucoup sur plan intérieur avec Merz qui a ouvert la question du financement de la défense allemande. Et ça, moins de 24 heures après le scrutin quand même, après avoir botté en touche pendant toute la campagne. Bref, maintenant, il veut doter rapidement la Bundeswehr de 200 milliards d'euros supplémentaires. Ça pose la question d'une réforme du frein à la dette. Et s'il faut y toucher, Merz serait même tenté de le faire là, dans les prochaines semaines, avant même l'arrivée des nouveaux députés au Bundestag, avec les forces élues en 2021. Je dois dire que je n'y comprends pas grand-chose. À toi de jouer, est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Là, ça va dans tous les sens, ça s'entremêle. Donc, c'est pas vraiment... Est-ce que la CDU voudrait vraiment faire ça avec la chambre sortante ou pas ? Donc, il y a des voix pour, des voix contre. On ne sait pas trop. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit on change seulement le fonds spécial pour la Bundeswehr qui a été instauré en 2022, qui est inscrit dans la Constitution, donc par définition ne peut pas être anticonstitutionnel, mais qui est limité à 100 milliards d'euros. Donc est-ce qu'on rajoute 200 milliards d'euros dessus ? Ça, ce sera plus possible avec la nouvelle Chambre, parce qu'il ne faudra l'aval des députés de Die Linke,
qui disent on est contre le frein à la dette, par contre on ne veut pas de dépenses militaires supplémentaires. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de réformer ou soit de rayer complètement le frein à la dette ou de le réformer pour le rendre un peu plus flexible. Là, Die Linke serait probablement à bord. Les Verts ont déjà dit qu'ils le soutiendraient très probablement. En tout cas, ils sont prêts à en parler. Ce qui est bon signe aussi, ce qui est aussi dû à la situation internationale. Là, on a quand même l'alternative. Est-ce qu'on va bloquer la République ou le faire ? Donc les enjeux sont tellement énormes que c'est vraiment difficile de se soustraire. Attends, même les conservateurs qui ont passé les 3 dernières années à fustiger le gouvernement qui faisait des fonds spéciaux justement pour contourner cette règle du frein à la dette, c'est même la CDU, on s'en souvient, qui a été à l'origine de la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en 2023, cette décision qui a bloqué l'utilisation de fonds spéciaux qui restaient du Covid. Indirectement, c'est cette question qui a fait chuter la coalition de Scholz. Donc là, ok, c'est vrai, on est en plein changement d'époque. C'est vrai aussi qu'on s'attendait que cette question du frein à la dette soit un point central dans les négociations avec le SPD. Mais là, on n'a même pas encore commencé à discuter ensemble et la CDU prend les devants. C'est vraiment sérieux? C'est vraiment ce qui va se passer? Enfin, on ne sait pas vraiment s'ils sont pour, parce qu'il y a déjà des voix divergentes. Réfléchir à lever ce frein à la dette, bon, on va dire que c'est quand même très problématique de le faire juste après les élections. Markus Söder, le chef de la CSU, n'est pas trop motivé non plus. On a eu des voix critiques de Thorsten Frey, qui est plus ou moins la main droite de Friedrich Merz quand même. Et j'imagine que d'autres poids lourds au sein de la CDU ne sont pas très contents non plus. Bon, Friedrich Merz a laissé la porte ouverte. Il a toujours dit, c'est pas la priorité. Dans le programme, il y a écrit surtout pas, etc. Mais dans les faits, il avait quand même toujours dit, peut-être qu'il faudra y réfléchir. Et le programme de la CDU, d'après les instituts économiques, c'est entre 90 et 110 milliards de dépenses supplémentaires pour un budget fédéral de 480 milliards. Donc déjà, tout n'est pas faisable, clairement. Eh bien, soit il faut de nouveaux impôts, ce que ne veulent pas les chrétiens démocrates, ne veulent pas vraiment les sociodémocrates non plus, en tout cas pas pour la majorité de la population. Alors il faut faire des dettes. Ok, donc ça, il faudra vraiment qu'on le suive dans les prochains jours ici à Berlin. Mais si c'est réglé avant même la mise en place de la coalition, est-ce que ça veut dire que le gouvernement va pouvoir arriver vite ou bien est-ce qu'il y a d'autres obstacles encore? On a quand même des revendications des deux côtés, où la CDU veut quand même revenir sur beaucoup de points qui ont été adoptés par le chancelier Scholz avant. D'autres où il y a un consensus, donc le pro-européen, responsabilité internationale, il faut augmenter les dépenses de défense, etc. Donc là, il y a quand même un grand accord sur les très grandes questions, mais sur l'économie, ça devient déjà plus compliqué. Le social, encore plus. La transition verte, ça coince pas mal. La migration, peut-être qu'on trouvera une solution où chacun s'en sort à peu près. Mais en tout cas, c'est pas le moment de faire les grands bras de fer. Donc, quels seront les points vraiment sur lesquels on aura le temps de s'accorder malgré cette pression? Et aussi, côté chrétien-démocrate, jusqu'où est-ce qu'on voudra aller pour se montrer responsable et donc former rapidement un gouvernement? Ou alors rester sur la ligne plus dure qui a été celle de la campagne, où on parlait quand même d'un programme assez opposé à celui des sociodémocrates. Le score historiquement faible du SPD, est-ce que ça joue en faveur de négociations rapides ou pas? Ça facilite et ça complique en même temps cette formation de coalition. Ça la facilite parce qu'il n'y a pas le choix et ça la complique parce que en l'espace de quelques jours, le SPD va devoir revoir tout son leadership et on a aussi un peu le réveil de tous les barons de la CDU qui veulent avoir leur mot à dire, qui n'ont rien dit pendant la campagne électorale, comme il se doit pour être loyal vis-à-vis du candidat. On ne les sentait pas toujours très enthousiastes, mais ils ont joué le jeu. Par contre, maintenant, ils vont venir avec leurs revendications et aussi peut-être déjà penser à l'après-Merz. Et j'espère qu'ils n'y pensent pas trop fort parce que l'urgence, c'est pas de penser à l'après-Merz, mais d'avoir un chancelier Merz qui est en capacité d'agir et qui peut faire vraiment de grands mouvements au niveau international. Alors justement, pour revenir à Friedrich Merz et peut-être pour faire un parallèle franco-allemand, on se souvient de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 et de cette soirée où on a vu d'un coup le jeune candidat dynamique, plein d'allant, qui bondissait de tribune en meeting pendant toute la campagne, entrer dans cette cour du Louvre en marchant d'un pas très lent, très calme, quasiment mitterrandien, et se glisser d'une façon très solennelle dans la fonction de président. Est-ce qu'on a eu quelque chose de similaire avec Merz? Est-ce qu'il y a eu une mue?
Moi, je vois quand même un changement entre les derniers meetings de vendredi, samedi, où il est encore très arrogant, très sûr de lui, et le Merz qu'on a vu dimanche soir à la télévision. Toi, comment tu as ressenti ça? Quelles sont tes premières impressions de Merz chancelier? Je dirais que ça fait quand même déjà quelques mois qu'il a changé. À partir du moment où il savait que lui serait le candidat pour la chancellerie, il a quand même tout à coup commencé à avoir un ton beaucoup plus posé et on va dire moins chef de parti et plus potentiel chancelier. Et maintenant, il est passé de potentiel chancelier à très probablement futur chancelier. Évidemment, il va avoir les appels de tous les chefs d'État, de gouvernement qui le félicitent, mais qui lui disent aussi ce qu'ils attendent de lui et ce qu'ils aimeraient bien voir et quels sont leurs soucis et ce qu'ils espèrent de l'Allemagne. Et on a un petit peu plutôt ce moment moins 2017, je dirais, pour comparer à la France, donc moins Emmanuel Macron qui prend le pouvoir, mais plus 2024 où tout le monde, pendant la dissolution de l'Assemblée nationale en Europe, s'est dit « mais il se passe quoi en France ? Mais on a besoin de la France ». Et on a un peu ce réflexe-là maintenant à Berlin où on se rencontre très concrètement du poids allemand en Europe et de la nécessité d'avoir ce pays en mesure de prendre de grandes décisions. Pas au-dessus de la tête des autres, mais avec s'il est amorphe, c'est un obstacle, on va dire, sur le chemin. Je pense que Friedrich Merz le sent très très concrètement maintenant quand même, qu'il est au milieu de cet environnement international et normalement les chanceliers ont un peu de temps aussi pour arriver, former leurs équipes, faire toutes les discussions et peut-être d'abord s'occuper de politique intérieure avant d'être plus présent au niveau international. Là on a l'inverse. Oui, le monde ne nous attend pas. On dirait un titre de James Bond. En fait, c'est une phrase qu'il a dit dans sa toute première prise de parole devant les militants au siège de la CDU. Et puis, 1 heure plus tard, Merz était avec tous les autres chefs de parti en direct à la télévision pour cette fameuse ronde berlinoise, qui est une sorte de débat post-scrutin. Et là, il a eu cette phrase qui, je pense, a une dimension historique. Und für mich wird absolute Priorität haben, so schnell wie möglich Europa so zu stärken, dass wir Schritt für Schritt auch wirklich Unabhängigkeit erreichen von den USA. Sa priorité absolue, c'est renforcer l'Union européenne pour qu'elle sorte progressivement de sa dépendance aux États-Unis. Voilà qui lève donc les derniers doutes sur sa volonté. Il y a 2 épisodes. On se demandait à ce micro même quelle serait finalement la ligne qui allait l'emporter chez lui, son côté pro-européen ou bien son alignement sur les États-Unis. Bon, là, maintenant, c'est clair. Oui, j'ai vu ce matin dans un journal indien un titre qui disait même l'Allemagne est gaulliste maintenant, bravo Trump. Et bon, ça va un petit peu trop loin. Le gaullisme, c'est encore quelque chose d'assez particulier. Mais c'est vrai que justement, ce lien transatlantique, on n'a plus l'impression qu'il existe vraiment, alors que je pense que le dernier mot n'est pas encore dit et qu'il y a quand même encore beaucoup de mouvements. Mais très clairement, on a affaire à un gouvernement américain qui n'est pas bienveillant à l'égard de l'Europe. L'urgence est là plus que jamais. Et la volonté a l'air d'être là, donc c'était pas vraiment une parole de campagne de Friedrich Merz, on s'était posé la question aussi, jusqu'où est-ce qu'il ira? Je pense qu'il veut aller loin, la question c'est est-ce qu'il aura les ressources pour aller suffisamment loin? Est-ce qu'il arrivera à maintenir cette coalition dans un mode de travail assez stable? Et aussi, est-ce qu'il aura les ressources financières pour le faire? Et c'est ça qu'il a immédiatement eu en vue avec cette question du frein à la dette. Puisqu'on en est là, osons les questions impensables. Yann, Merz en a parlé en interview la veille du scrutin. Il ne l'a pas redit depuis l'élection, et puis peut-être que ce n'était pas vraiment une question qu'on va discuter dès demain. Mais quand même, c'est quelque chose qui est sur la table, et ça aussi, c'est une vraie rupture. Merz est disposé à parler de la protection nucléaire, de la dissuasion nucléaire avec la France et la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il peut trancher cette question seul, Yann, ou bien ça doit faire absolument l'objet de pourparlers avec le SPD, qui est quand même un parti très divisé sur ces questions de défense? On ne sait pas si ce serait pour demain. Si on a une annonce choc venant de Washington, peut-être qu'il faudra déjà en parler demain. Ça aurait été impensable il y a encore quelques années. C'est devenu pensable et on parle même de conscription
possible, du retour à la conscription. Donc tout ce qui était impensable avant devient pensable maintenant. Mais l'Allemagne même ne peut pas disposer d'armes nucléaires. Il y a renoncé dans le contrat de réunification. Donc évidemment, on pourrait en parler très vite. Ça pourrait aller... Normalement, ça aurait dû être dans un contrat de coalition. Mais là, on a l'air quand même de partir sur une nouvelle forme de contrat de coalition. Donc plus les énormes documents de 200 pages. Peut-être que ce sera beaucoup plus court. Et comme... Au niveau international, on a cette situation extraordinaire. Peut-être qu'on se projettera plutôt sur 1 ou 2 ans, ou alors sur de grands principes sur lesquels il faudra délibérer après, plutôt que d'y aller tellement dans le détail, de faire une planification qui peut-être sera obsolète au vu de l'évolution internationale. Et je pense que l'urgence du moment l'emportera sur les discussions de principe. Merci beaucoup Yann. Merci d'avoir suivi cet épisode. Notez qu'à partir de maintenant, on revient sur un rythme de 2 épisodes par mois. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de nos analyses sur l'Allemagne de Friedrich Merz. Le podcast avec un K revient dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.